OK. On continue toujours dans les différentes fonctions essentielles dans un système de gestion de base de données. Mais on parle de système de gestion de base de données, mais système de gestion de base de données relationnelles, on va voir pourquoi, à la longue, pourquoi pas de relationnel. Mais aujourd'hui, on va juste le dire comme ça. On a toujours, dans cet système de gestion de base de données relationnelles, on a la description des données dans leur, on veut parler de la codification, tout ça, le langage qu'il faut utiliser pour ces données, la description. On va le voir tout à l'heure dans le dictionnaire de données à la langue. C'est pour ça qu'on va le voir aujourd'hui dans le dictionnaire de données, comment pouvoir faire le codage, comment pouvoir donner ça à la description des données. La manipulation, la restitution de ces données par, concernant sa mise à jour, quel langage est utilisé. Et plusieurs langages sont utilisés dans le domaine de base de données. On a le SQL, on a plusieurs langages vraiment qui sont utilisés. On a le système de contrôle aussi qui permet le partage, l'intégrité, la confidentialité et puis la sécurité de ces données-là. Et on a différents modèles, quelques modèles. On a des modèles logiques ou pour la mise en place, dans la gestion de base de données, on a des modèles hiérarchiques, modèles de réseau, relationnel, modèle logique. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le modèle relationnel, le modèle réseau, hiérarchique, objet, on parle d'autres. Et puis, quelques systèmes de gestion de base de données qui existent maintenant tellement au niveau relationnel, on a le DB2, on a le SQL, on a le serveur, on a le Postgre et autres. Je crois qu'ici, en pratique, vous allez voir le Postgre et le SQL. On a aussi les objets euh, ou cachés ou là, ce sont en tout cas de grands serveurs que nous ne voyons pas ici. Pour des gens qui veulent se documenter, s'implémenter, s'investir encore plus là-dedans, peuvent faire des trucs. Ça, ce sont des quiz pour vous permettre un peu de choses, mais bon. Et vous faire plus de ça, c'est des trucs personnels. Mais je pense que de façon générale, l'explication qui est donnée ici ou autre pour quelqu'un de façon terre à terre, ça lui permet de faire des bases de données. Maintenant, s'il veut aller lire pour faire des quiz, il n'y a pas de problème. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Il est important de connaître les différents fonctionnements d'une base de données et d'un système de gestion de base de données afin d'éviter certaines erreurs dans leur application. Il faut se dire que plus nous avancerons dans la conception et la gestion des bases de données, plus nous avancerons, la conception et la gestion des bases de données deviendront de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'on parle des choses simples et c'est leur agencement qui deviennent complexes. D'où une attention particulière pour les leçons à venir. Donc, dans un premier temps, comment mettre en place la base de données et puis maintenant le système de gestion, comment gérer cette base de données. Ici, déjà concernant votre travail déjà de groupe, vous allez dans vos différents groupes, vous avez des groupes de 4 et 5, c'est ça? Dans ces groupes de 4 et 5, vous allez choisir vous-même vos propres systèmes. Moi, j'ai donné quelques exemples de systèmes ici. Le système vivrier, j'ai donné le système de construction d'une maison. Je vais donner tout à l'heure le système de l'organisation au niveau de l'NS. Donc, j'ai besoin de 3 systèmes un peu dans ce pays. Puis, je crois qu'il y a un système d'exploitation pour le CCP quelque part dans le pays. Donc, à vous de trouver un système. Vous êtes au total 9 groupes. C'est ça, non? 6 plus 3. 9 groupes. Il faudrait que vos systèmes soient différents. Vous ne pouvez pas avoir le même système. Il y en a tellement, donc il ne faut pas avoir le même système. Donc, j'ai besoin de 9 systèmes différents. Un système typique à un groupe. Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous m'écoutez? Un système typique à un groupe. Donc, vous devez vous arranger. Quand vous allez, vous qui êtes en ligne, quand vous allez constituer votre groupe, que vous aurez votre système, n'oubliez pas d'informer la déléguée. C'est-à-dire, vous devez informer votre déléguée pour que vous vérifiez vos systèmes qui ne soient pas identiques. Le système doit être différent dans différents secteurs d'activité. Mais envoyez, on va essayer de mettre ensemble un peu pour pouvoir créer une organisation de ce système. Dans un premier temps, je vous demande de schématiser avec une explication d'appui les hommes simples d'organisation d'un système de formation de votre choix. Quand je dis schéma à l'appui, qu'est-ce que je veux dire? Je présente tout juste, excusez que je retourne en arrière pour vous. C'est de ce schéma-là que je présente. Ça, c'était l'exemple simple. Vous schématisez votre système. Et dans ce schéma, avec tout simplement des feuilles, ça peut être avec des dessins, de rendre beau, ou bien peut-être juste
des tests comme coopératives, avec des critères à l'appui. Donc, vous créez votre système comme ça, schématisé. Vous mettez les différents éléments clés. Donc, le système, ce sont les différents éléments clés qui vont rentrer dans votre système. Et vous faites juste les flèches comme ça. Ça me permet d'avoir une vue sur le système que vous allez mettre en place. Maintenant, cette vue va me permettre de savoir ce que vous cherchez. Je vais vous montrer encore notre système dans les cours ici. Ça, c'est à la leçon 2. Ah, c'est notre système. Ça, c'est un système, schéma, tout simplement. J'ai créé la scolarité, j'ai créé un service d'examen concours, j'ai créé un service des étudiants, j'ai créé un service médical, et puis les différentes fonctions. Les flèches qui sont les différentes fonctions. Qu'est-ce qui va se passer les étudiants? Il y a des dépôts, il y a analyse, il y a des dépôts. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Voici mon système que j'ai fait. Je vous demande l'explication. L'explication que je vous demande tout simplement, elle est de façon tellement simple. Attends, je vais aller d'abord dans... Vous schématisez, donnez la problématique de votre sujet, donnez le but de votre étude et puis les objectifs à atteindre. Par rapport à ça, vous vous appuyez sur l'exemple de la leçon 2. C'est bon? Sur le système qui est là. L'exemple de la leçon 2, l'explication. Vous n'allez pas faire une explication avec un trop long de tests, mais de façon très brève. L'explication ici, c'est que dans le... je veux créer un système pour le cas de la gestion de la scolarité de l'ENS. Ça, c'est le système d'un étudiant en son temps. Il y a eu tellement de systèmes, je choisis un. Mais l'année passée, il y avait encore de meilleurs systèmes. Mais comme il y en a tellement, on ne peut pas tout le temps faire d'intégrer ce système. Quand on donne cette attitude aux étudiants, sincèrement, ils font sortir quelque chose de moi qui m'éveille, qui me satisfait. Parce que tu sens même que vraiment ils sont impliqués dans la chose. Et il y a des systèmes que d'autres mettent en place, mais qui après, ils essaient de pouvoir voir au plan national comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place le système. D'autres qui mettent en... Les premiers ont eu la chance de faire des systèmes personnels parce qu'ils n'étaient pas nombreux comme maintenant. Ou c'est des individus, il y a d'autres qui voulaient mettre en place une structure, mais ils ne savaient pas comment faire. Mais avec le système, les exemples de système de collection et autres, ils ont pu aller créer leur petite entreprise à côté, qui eux-mêmes, ils sont des gestionnaires de cette entreprise-là, de leur base de données culturelles, tout, avec le personnel, tous les enfants, les sorties, tout, 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 ça. Il y a d'autres aussi qui sont mis en groupe pour pouvoir créer quelque chose qui sont allés soit soumettre à certaines entreprises et autres. D'autres ont eu la chance. Par contre, d'autres aussi, leur projet a été phagocyté par l'entreprise, c'est-à-dire arraché par l'entreprise, puisque l'entreprise ont des moyens. Nous apprendre votre l'intelligence que vous avez communiquer. Une fois que tout est structuré dans la base de données, une information peut s'en aller dans la base. C'est facile. Donc, quand tout est structuré, on cherche quelqu'un qui a des notions de base de données, quelqu'un qui a des notions en programmation, qui peut les voir, qui lui donne une implémentation de trucs comme de la musique. Vous êtes surpris de voir votre projet, que vous êtes parti présenter la structure en train de prendre effet, pourtant, ce n'est pas vous qui avez tiré à la tête. Donc, c'est vous qui avez fini le projet. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est des choses vraiment intéressantes. C'est des choses vraiment intéressantes. D'autres équipes qui l'utilisent aussi dans leur mémoire. Ils peuvent sortir aussi des informations. Et à la soutenance aussi présente. Bien sûr, c'est risqué, mais des gens le font parce que quand, par exemple, quand ils peuvent vous demander soit plus d'informations. Par exemple, c'est comme si la société de l'entreprise a l'intention de vous embaucher. Et donc, ils vont vous demander plus d'informations, un peu plus de détails pour voir si notre budget peut se rattacher à ça. Tout ça. Vous êtes censé donner les informations. Donc, toutes les informations qui sont données, ils ne savent pas de ça. Vous avez quoi pour pouvoir les poursuivre? Vous avez quelle possibilité de pouvoir les poursuivre? Dans un premier temps, quand tu le prends, vous ne le savez pas dans l'immédiat. Hein. C'est peut-être quelques mois après, ou bien 1 an, 2 ans après, vous en rendez compte que, ah, mais ça, c'était quelque chose que j'avais en son temps présenté avec mon équipe, on allait dans sa structure présenter. Mais quel que ce projet a pris et puis nous on peut le contacter. Parce qu'ils vont vous dire non, qu'on n'a pas les budgets alloués,
Donc, pour le moment, on va vous faire appel. Donc, vous partez, continuez ce que vous avez à faire, dans l'espoir qu'ils vont vous faire appel. Après, ils vont vous dire non, qu'on n'a pas encore de budget pour santé. Ce qui est sûr, c'est un bon prochain, on va revenir dans d'autres priorités. Mais dans d'autres priorités, vous en rendez compte que c'est de ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin, des gens, des cerveaux pour coordonner les idées. Et puis, dès qu'ils ont l'idée, facilement, ils peuvent voler pour pouvoir avancer. Mais comment mettre l'idée en place, c'est ça qui est le problème chez eux. D'autant tous les problèmes pour mettre en place. Or, pour qu'une idée prenne effet, il faut pouvoir la mettre en place. Il y a tout ce problème-là. Mais ils ont trouvé un cerveau qui a mis l'idée en place qu'il veut. C'est-à-dire le problème était dans la société déjà, ils voyaient, mais comment il va faire ça avec ça? Mais dès qu'il y a eu une opportunité, quelqu'un a mis ça en place, il dit, mais tiens, ça c'est une idée que j'ai eue, mais voici quelqu'un qui vient de structurer ça de façon très bien pour moi passer. Automatiquement, s'il est gentil, il peut te faire appel. Vous dites ce que tu as avancé, je veux travailler en collaboration, voici ce que l'entreprise peut faire pour toi. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis, tu travailles avec eux. Maintenant, s'ils sont méchants, trop égoïstes et autres, et qu'ils veulent un peu, vous voyez que le projet, ça part. Et puis, ils donnent à leurs travailleurs. Ah, bah, c'est un truc, une idée que j'ai travaillé là-dessus pour laisser moi le résultat. En temps, vous avez déjà donné toutes les différentes informations nécessaires. Donc, voilà pourquoi c'est souvent, il faut beaucoup faire attention. Et puis souvent, il faut mettre des pièges de sorte que la personne ne puisse pas pouvoir s'en sortir. Vous voyez? Parce que la personne qui conçoit, c'est lui qui sait ce qu'il veut. Quand tu conçois une idée, tu sais pourquoi est-ce que tu as conçu cette idée, quel a été le problème, et puis tu as fait sortir cette idée-là. Donc, par conséquent, quand quelqu'un vient voler, il ne peut pas avoir toutes les informations de ta perception, à condition que tu lui donnes tous les détails. Dès que tu lui as donné tous les détails, il ne s'attend pas de ça. C'est un voleur d'idées comme ça. Donc, ça, c'est l'exemple, par exemple, de l'école de l'ENS. Le problème, c'était de gérer la gestion, c'était de gérer la scolarité de l'ENS. Pas la gestion, c'était de gérer la scolarité de l'ENS. Ou bien la gestion de la scolarité de l'ENS. On dit que l'étude s'est portée sur l'école nationale de l'ENS, qui est une excellente institution de formation des enseignants. Au cœur de cette institution se situent plusieurs services, tels le service médical, celui des examens et concours, qui interagissent avec la scolarité, qui est en charge de la gestion des étudiants lors de leurs inscriptions. C'est-à-dire, il y a un service médical, il y a un service des concours qui interagissent avec la scolarité pour l'inscription des étudiants et autres, pour le concours. Et chaque année, plus de 6 000 étudiants admis au concours selon les diverses filières viennent s'inscrire à la scolarité. Partant de ce fait, l'ENS reçoit un nombre pléthorique d'étudiants difficiles à gérer. Pourquoi? Parce que c'est une gestion de façon manuelle. On assiste alors à une lourdeur de l'administration dans cette gestion et le traitement des dossiers d'inscription. Il faut qu'il y ait un retard au niveau des dossiers. Et face à une telle difficulté dans la gestion administrative au niveau de la scolarité, une gestion automatisée des dossiers est indispensable. C'est-à-dire, face à cette difficulté de la scolarité, de pouvoir gérer rapidement les données, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le problème, c'est qu'on veut gérer les étudiants, la scolarité des étudiants de l'ENS, les étudiants qui viennent, les étudiants qui sortent. Mais il y a une lenteur au niveau de cette gestion. Elle se fait de façon manuelle. Et donc, il pose le problème à quelqu'un, un expert en base de données. Donc, c'est le problème que nous avons au niveau de qu'est-ce que tu peux faire? Ou bien, au sein de la structure même, quelqu'un qui peut le faire, on dit, il schématise tout simplement. Parce que le problème qu'on a, comme on peut résoudre, donc directement la personne schématise. Quels sont les différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Du coup, la problématique, pourquoi, quel est le problème? C'est la lourdeur administrative dans la gestion et le traitement des dossiers d'inscription face au nombre des étudiants qui a permis la gestion, qui va mettre en place le système de gestion. Cette lourdeur-là, c'est pour résoudre ce problème. Le but du système, c'est d'assurer le bon fonctionnement du service de la scolarité. Quels sont les différents objectifs qu'il faut chercher à atteindre dans cette base? Dans un premier temps, automatiser la gestion des dossiers, retrouver les informations concernant les étudiants de façon rapide, inscrire automatiquement, produire la liste des étudiants en un laps de temps, délivrer le certificat de scolarité des étudiants automatiquement. Une fois qu'on répond à tous ces objectifs, on a résolu le problème du bon fonctionnement du service de la scolarité. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est un petit projet qui est là. Donc, c'est ce que je vous demande. Votre système, vous choisissez votre système, vous donnez la problématique. Pourquoi? C'est que vous connaissez l'univers dans lequel vous êtes. La problématique, pourquoi cette étude, c'est pourquoi.
pour aboutir à quoi le but, à quoi ça va servir, et puis quels sont les objectifs. L'objectif, vous n'avez pas besoin d'être exhaustif, juste 2 ou 3 objectifs, tout simplement. Pas trop d'autres objectifs. On n'aura pas le temps de faire quelque chose de façon très longue, très truc. C'est juste des bases qu'on vous donne. C'est bon. Voici ce que je vous demande dans un premier temps dans votre... Les différentes activités au niveau de la base, de votre base de données. Par exemple, vous avez vu dans le schéma, tout simplement, ça, déjà, vous pouvez le faire dans le système, dans le schéma, les différentes flèches que j'ai eu à déposer. C'est ce que j'appelle les différentes activités. Quelles sont les différentes activités au niveau de la base de données? Lui, ici, le schéma a montré 3 activités. Mais on peut aller au-delà de ces 3 activités-là. Ça, c'est un exemple. Votre schéma peut présenter peut-être 2 activités. Ça dépend. Ou peut-être 5 activités, 6 activités. Mais sachez que vous pouvez pouvoir continuer jusqu'à la fin. Le retrait des fiches d'inscription de la scolarité, l'analyse médicale et le dépôt des dossiers complets. Quelles sont les différentes données? Première des informations qui vont concerner les étudiants. Les résultats des étudiants après la visite médicale. Et puis l'autre information, c'est les dossiers complets qui sont envoyés là au service des examens concours qui donnent droit à l'examen évaluatif. C'est-à-dire quand tu fais ta visite médicale et autres, il y a le dossier complet qui est envoyé au service des examens concours qui est, qu'on appelle ça, vérifié, qui te donne accès au concours de l'examen pédagogique. Donc, en quelque sorte, voici un peu les données et autres. Bon, ça, c'est les dictionnaires données, on parlera de ça une prochaine fois. Est-ce qu'on peut pas parler de ça maintenant? Nous est fatigué. Hein? On peut parler un peu de dictionnaire de données. D'accord, donc ça nous permet d'attaquer déjà la deuxième partie de la leçon. On va juste s'arrêter au dictionnaire de données, on ne va pas aller loin. Ça vous permet d'avancer un peu. On va s'arrêter juste là. Donc, dans la deuxième partie du cours, l'objectif, c'est de connaître les différents niveaux conceptuels, c'est-à-dire le niveau conceptuel logique, le niveau physique. Et puis, commencer à s'imprégner du modèle, de la modélisation conceptuelle ou bien du cas de modèle en type d'association. Définition de données. Nadia lui a parlé brièvement les différents types de données. Il y a plusieurs types de données, mais ça, c'est de façon truc. Il y a les données numériques, caractères, dates, heures, booléennes, des types d'adresses réseau. Tout ça, là, il suffit de taper sur Internet, ça vous donne l'information sur ces données. Les types composites, les pseudotypes, les types monétaires, les types de données binaires, les types géométriques, les types de chaînes, de tableaux, de types de... Tout ça sont les différents types de données. Il y en a plusieurs types. Le dictionnaire de données, ce que j'ai voulu vraiment vous parler de ça ici. Le dictionnaire de données, en tant que tel, il est comment je peux définir le dictionnaire de données. C'est vrai que c'est un tableau avec des colonnes, mais il est comment la pièce d'identité de votre base de données. Elle donne toutes les informations concernant votre base de données. De sorte que, quand vous n'êtes pas là, si vous implémentez la base de données que vous n'êtes plus là, ça peut être un contrat que la société vous prend pour cette base de données. Après, la société peut dire non, on n'a plus besoin de vous partir. Mais la base de données que vous avez constituée, quelqu'un d'autre va pouvoir l'exploiter. Et donc, le dictionnaire de données, c'est comme une identité que vous donnez à votre base de données. Toutes les informations que vous avez mises dans votre base de données, toutes les informations liées à chaque donnée, quel type de données, comment elle a donné, comment a été prise avec, toutes les informations requises sont liées à chaque élément de données dans votre truc. C'est ce qu'on appelle le dictionnaire de données. De sorte qu'après votre passage, quelqu'un d'autre peut prendre, juste regarder le dictionnaire de données et puis se retrouver dans votre base de données. Parce que dans la base de données, on ne peut pas tout écrire. Il y aura des abréviations. Mais il faut connaître les abréviations, qu'est-ce que c'est. Ou bien même vous-même, si vous êtes toujours dans la société, il faut pouvoir toujours, des années après, pouvoir comprendre ce que vous avez écrit. Et si vous faites plusieurs choses, vous consultez plusieurs bases de données, à la longue, vous pouvez vous perdre. Vous ne savez plus ce que vous avez constitué, c'est puisque vous n'avez pas constitué une référence, un dictionnaire. Donc, ce que le dictionnaire de données constitue comme une référence, c'est constitue comme la pièce d'identité de votre base de données. De sorte que des années après, si vous revenez, il suffit de prendre, ah, mais tiens, cette abréviation, qu'est-ce que je veux dire? Quelles sont les consignes que je donnais en écrivant, qu'on appelle ça ce programme? C'est des informations qui vous aident dans la base de données. Et dans ce dictionnaire de données, comme on l'a dit, il est souvent représenté par un tableau à 6 colonnes, mais il y a d'autres qui vont au-delà de ça. Il y a des propriétés du libellé, on a le code mnémonique, on a le nom du champ, la désignation, le type de données, la taille, la description, les remarques.
Il est le vocabulaire commun de l'organisation, comme Jérémy l'a dit, la pièce d'identité, la référence, mais le vocabulaire commun. Autrement dit, le référentiel principal de l'entreprise ou bien de la base de données que vous allez constituer, sur laquelle s'appuient les décisions de cette fille. C'est en fonction du dictionnaire de données que vous allez constituer votre base de données, appuyer toutes les décisions que vous. Et le dictionnaire de données, par exemple, propriété du libellé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de donner le nom des classes d'identité. Le code nommé, qu'est-ce que c'est? C'est un libellé qui désigne une donnée, par exemple, maths études pour le matricule d'un étudiant. Puisqu'on ne peut pas écrire tout le matricule d'un étudiant dans la base de données, on fait des abréviations maths-études, ou bien on peut même laisser le tiret même maths. La désignation, il s'agit d'une mention décrivant ce à quoi la donnée correspond, par exemple, le matricule étudiant, ça c'est la désignation. Le type de donnée signifie si c'est une donnée alpha ou alphanumérique, N, ou bien si c'est une donnée numérique, AN, si c'est une donnée alphanumérique, date, comment se présente la date au truc, si c'est une donnée booléenne, vrai ou faux, la taille, c'est de 10 caractères, de 5 caractères, de 12 caractères, ça va dépendre. Et puis les remarques et observations. Tout à l'heure, j'ai dit, quand vous allez sur terrain, par exemple, des gens qui vont aller collecter des données géoréférencées, par exemple, certains éléments sur le terrain, il faut toujours plus de référencement qui est des données de coordonnées. Il est important de faire les remarques et les observations sur le terrain. Pour chaque donnée on appelle ça, de coordonnées. Pour un tel point, quels sont les éléments que tu as trouvés là? En plus de l'étude que tu as fait, qu'est-ce que tu as observé autour? Quels sont les remarques que tu as vu à faire autour? Tu les notes quelque part. Si tu dois constituer une base de données, ça va t'aider à ta base de données. Donc, du coup, vous voyez ici, pour le cas, par exemple, de l'NS, on a différentes entités. Les entités, qu'est-ce que c'est? On va voir le cours prochain ce que c'est que les entités. Mais brièvement, ce sont des éléments clés de la base de données. Ce sont eux qui vont constituer, qui vont nous permettre de faire la collecte des données. Donc, dans notre base de données du système de la gestion de l'NS, on a les entités étudiants, on a les entités services médicaux, on a les entités scolarité et les entités du service des examens concours. Et ils se représentent tout simplement par les 4 entités, se représentent 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il y a le service des étudiants, service médical, service des examens concours, service de la super. Et donc, ces entités, quand vous les définissez ici, c'est facile de faire votre dictionnaire de données. En ce sens que pour les étudiants, qu'est-ce que je dois prendre comme renseignement chez les étudiants? Leur matricule m'intéresse, le nom m'intéresse, le prénom, la naissance, la filière, la discipline, le test, le contact, il y en a plein. On peut se limiter à quelques-uns. Ensuite, la désignation. Vous voyez qu'il y a eu une abréviation. Donc, d'où l'abréviation maths études, qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelqu'un qui ne connaît pas ta base de données, peut donner une autre définition. Mais ici, je veux dire que c'est matricule de l'étudiant. Le type, c'est alphanumérique. Par exemple, je lui donne la taille 80. Description, je n'ai pas donné de description parce que je n'ai rien à dire sur l'étudiant. Mais si je peux donner d'autres descriptions, parce que j'ai été étudiant où? Étudiant noir, étudiant clair, étudiant barbu, des inscriptions. S'il faut donner des descriptions. Ou bien étudiant handicapé, étudiant normal, ça va dépendre. Service médical. Vous voyez que le service médical, pour pouvoir différencier le service médical, on a le code du médecin, le titre du médecin, son prénom, son type d'analyse, tout. Vous voyez quel type de données, la taille et autres. C'est-à-dire qu'à chaque élément d'entité qui concerne la classe d'entité, il faut donner le type, la taille, la description. Ainsi de suite. La scolarité. On a le code d'agent, quelles sont les différentes entités qui vont rentrer dans cette classe d'entité. Les différentes, qu'on appelle ça, comme je le disais, désignations, c'est-à-dire juste qu'est-ce que ça veut dire. Le code d'agent, c'est le code d'agent ayant reçu des dossiers d'inscription scolarité. Il faut spécifier cela. Et puis, au niveau du service d'examen, voici aussi comment se présente. Donc, voici comment se présente, grosso modo, les dictionnaires de données. Donc, cela peut vous permettre, soit déjà dans votre système, d'aller jusqu'au dictionnaire de données. C'est bon? Ça va? En un mot, c'est bon pour aujourd'hui. La séance prochaine, nous allons continuer encore plus pour parler de la conception en tant que telle, elle-même, puis faire la première étape de la conception. Donc, déjà, choisissez déjà votre système et autres. N'oubliez pas de suivre ce schéma qui est là.
la problématique, le but, l'objectif de votre truc, les différentes activités de votre système, et puis les données. Il faut vous limiter là. Et puis présenter le dictionnaire. Le dictionnaire de données de votre système. Déjà, si vous établissez le système, déjà, vous pouvez établir un dictionnaire. Vous pouvez établir le dictionnaire. Ouais. Si dans votre système, il y a par exemple 3 entités qui interviennent. Donc, chaque entité doit constituer une entité qu'il faut renseigner. Et dans chaque classe d'entité, quelles sont les entités qui rentrent en ligne de compte dans cette entité-là? Maintenant, si ça vous paraît ambigu, essayez. Si ça vous paraît ambigu, la séance prochaine, je vais expliquer ce que c'est la classe d'entité, les entités, et comment les développer. C'est bon? Parce que les entités doivent être identiques, doivent être la même chose. Quand on parle de cas étudiant, la classe d'entité, c'est étudiant. Quelles sont les entités qui rentrent dans étudiant? Son nom, son matricule, sa date de naissance, son numéro de potassium, son, qu'on appelle ça, son prénom. Qu'est-ce qui ne peut pas rentrer dans l'étudiant? Qu'est-ce qui n'est pas la même entité d'étudiant qu'on ne doit pas mettre? Madame, s'il vous plaît, il y a une question. Oui. J'ai posé une question, tu as aussi une question. Attends, répondez d'abord à ma question. Hein? J'ai pas Combien compris. reçu? Combien la question? J'ai dit, quand je prends étudiant, par exemple, quand je prends la classe d'entité étudiant, quelles sont les différentes entités qui rentrent en ligne de compte dans cette classe d'étudiants? J'ai dit qu'ils doivent avoir les mêmes caractéristiques. Quand je prends l'étudiant, quelles sont les informations que je dois avoir sur l'étudiant? Un étudiant A, un étudiant B, un étudiant C, je dois avoir leur nom, leur prénom, leur matricule, leur numéro de téléphone, leur discipline, leur sexe, leur portable, blablabla, tout ça là. Qu'est-ce qui ne les appartient pas qui ne doit pas s'ajouter là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce qui n'appartient pas aux étudiants qui. Est-ce que quand. Tu sais, dans tout ça, est-ce qu'il y a une information encore qui peut venir s'ajouter encore? Oui, possible. Oui, quoi par exemple? Par exemple, le nom du père, le nom de la mère, le type de bac obtenu. Le nom du père, le nom de la mère. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça rentre? C'est vrai que ça donne l'information sur l'étudiant, ses origines, mais est-ce que c'est aussi important? C'est aussi important, madame. C'est important. Ça va C'est important aussi, madame. Par exemple, si dans une salle de classe, oui, 2 étudiants ont le même nom, et tu peux trouver qu'ils ont la même taille, qu'ils ont la même forme. Dans ce cas, il faudrait que tu puisses les différencier par leurs parents. Est-ce qu'ils ont les mêmes parents? Est-ce qu'ils ont les mêmes parents? Non, le nom va différencier. Le nom des parents va différencier. Est-ce qu'ils ont les mêmes parents? Oui, il peut y avoir 2 étudiants dans la même classe qui ont les mêmes parents. Est-ce que c'est bon? Dans ce cas, oui, mais dans ce cas, la date de naissance va différencier. Est-ce qu'ils ont la même date de naissance? Aïe. S'ils sont jumeaux. C'est pas aïe. S'ils sont jumeaux, on va voir. Parce que s'ils sont jumeaux, leur nom va différencier. Oui, les jumeaux. Non, les jumeaux ont toujours le prénom qui est différent. Ici, oui. Ici, c'est vrai, dans la vie active, leur nom va se différencier, l'on va s'appeler tant, l'on va s'appeler tant. Mais dans une base de données, elle ne voit pas ça comme ça. Toi, étant humain, tu vois ça comme ça, mais une base de données, elle ne voit pas ça comme ça. Comment tu peux différencier les 2 jumeaux? En ne t'appuyant pas sur leur nom, sur leur prénom. Parce que ça peut créer une ambiguïté pour la base de données. Leur nom de parents, ça peut créer une ambiguïté pour la base de données. Leur sexe, ça peut créer une ambiguïté pour la base de données. Mais dans ce cas, je les attribue quelque chose. Hein? Comment je les attribue quelque chose. Oui. Je les définis dans voilà. C'est quoi par exemple? Qu'est-ce que tu vas les attribuer? Ça sera quoi? Pour les différencier? Soit une lettre. Simplement un code défini. Voilà. Oui. Un code pour les différencier, ou bien leur matricule pour les différencier, ou bien leur index. Ils ont des empreintes pour les identifier. Tu vois, non? C'est ça qui crée la rigueur et puis la rigueur et puis le côté robuste de la base de données. Les données ne doivent pas être redondantes. Il ne doit pas créer d'ambiguïté. Et donc, quand tu fais une base de données, il faut, si c'est des jumeaux, il faut pouvoir les
séparer. Du moment dans ta collecte de données, tu ne peux pas savoir si tu peux avoir des jumeaux. Donc, dès le début, crée déjà tes codes. Quand tu as tes codes, tu as l'abri. Soit tu te dis, soit je prends pièce d'identité comme code, ou bien je prends matricule comme code, ou bien je laisse toi des codes. Normalement, dans le système de choses SQL, déjà même le code est généré. Dans tout système, le code est déjà généré. Mais ici, comme on n'a pas de pratique pour pouvoir comprendre de façon manuelle, il faut pouvoir générer un code soi-même de façon manuelle personnelle. Vous voyez, il faut pouvoir donner un code. C'est bon? Oui, question? Hein? La taille. Oui, madame, Au niveau de la taille, elle a posé une question. La taille, là, elle dit que c'est pas trop. Non, vaut mieux que ça soit trop, que ça soit peu. Non, tu ne comprends pas la taille. Qui peut l'expliquer la taille? Tu ne comprends pas trop la taille. Par exemple, le matricule étudiant, on dit la taille, on a mis 80 ici. Oui. Le nombre de caractères. Le nombre de caractères. Par exemple, on va donner un exemple pour écrire ça. Il n'y a pas de marqueur. C'est un marqueur. Ah, c'est regardez un marqueur. Ah, regardez du temps. C'est bien. Donc, lui donne ça. Lui donne le nom. Voilà. B, O, quoi? T, 30, 10, 0, 1. Quoi, 0? C'est bon, ça arrête là. Ouais, non. Ça, c'est par exemple un matricule. Ça, c'est par exemple un matricule. On a mis A, B, O, 0, T, 30, 10, 0, 1, 3 fois 0. La taille, c'est. Pour ce matricule, la taille, c'est 13. Mais, puisque c'est une base de données, tu vas renseigner plusieurs informations. Tu ne sais pas si tu vas aller trouver des entités où leur caractère sera plus long. Par exemple, on prend le nom pour les noms. C'est des noms kilométriques. Tu vois, donc, pour pouvoir ne pas créer un problème au niveau de ta base de données, souvent, tu peux mettre 30. Pas que tu vas atteindre les 30. Tu peux mettre 20. Pas que tu vas atteindre. C'est un maxi, voilà, c'est un maxi que tu mets. Pour plus de précaution, pour que tous les caractères que tu vas définir dans ta base de données, les tailles puissent rentrer dans ça. Là, tu n'as pas de problème. Sinon, si tu mets 20 et qu'il y a des caractères qui sont au-delà, la taille est au-delà de ça, ça crée un blocage au niveau de ta base de données. C'est bon? S'il y a peu de questions, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu l'exercice déjà fait déjà dans le premier cas de votre groupe. Vous avez compris ça? Moi, j'ai une question, madame. Vous avez compris ta question, pardon, vas-y, oui. J'ai une question, madame. Oui, j'écoute. Madame, bon, pour moi, là, c'est par rapport au groupe, quoi. Oui. Oui. Je ne connais pas vraiment ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, mais actuellement, vous êtes connecté là, trouvez des solutions. Bon, j'écris, mais personne ne répond. S'il y a possibilité de m'ajouter dans un groupe là-bas, ça serait beaucoup. Organisez. Je ne connais personne. Non, le problème est que le jour de la présentation, ça facilite un peu les choses. On a voulu conserver le groupe qui est déjà là où vous avez les groupes en présentiel et puis il faut être mélangé. Mais les étudiants ont dit non, ils préfèrent que les groupes soient scindés. Le groupe de FOAD à part et le groupe de présentiel à part. Donc, vous qui êtes en FOAD normalement, vous pouvez vous organiser. Par exemple, vous qui êtes actuellement au cours, vous pouvez vous organiser. Vous savez, normalement, est-ce que vous n'avez pas une plateforme au moins sorte de WhatsApp pour vous communiquer, vous qui êtes en FOAD? Moi, je suis nouveau, sinon j'étais en classe là-bas. Je suis nouveau, je suis quitté. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, ça fait pas. Peut-être un groupe de WhatsApp. Il doit avoir un groupe de WhatsApp. Cherche à rentrer pendant qu'on est en train de parler à le cours. Il y a Saint-Doux qui est connecté, il y a Niamien qui est connecté. Cherche à. Ah, on dit on va t'ajouter. En fait, il y a un groupe qui existe. Je pense que ce débat-là, on va faire ça là-bas. C'est plus facile. D'accord. Donc, tu te mets dans le groupe et puis quand le groupe est créé, vous formez vos différents groupes là-bas. Et puis vous travaillez. Ok. Parce que moi, j'étais en présentiel, je viens de...
Madame, moi, ma question. Il n'y a pas de problème. Restez en forêt là-bas, nous, on reste en présentiel ici. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Essaie de voir, ils vont te mettre dans leur... On dit que tu es déintégré, donc tu vas voir les invitations. Tu es foisien, donc tu restes chez les foisiens là-bas. Nous, on reste chez les présentiels. Question encore? D'accord. Ma question, c'était sur le dictionnaire des données. Oui. Est-ce qu'elle prend en compte les métadonnées? Est-ce qu'elle prend en compte les métadonnées? Oui. Dans le dictionnaire de données dont tu parles. Oui, le dictionnaire de données prend en compte les métadonnées. Donc, à l'intérieur du dictionnaire des données, il y a les métadonnées. Oui, oui. Elle prend en compte les métadonnées. Ça va dépendre de certaines informations que tu as. Que tu vas donner. Donc, ça veut dire que le tableau qui est là peut être encore, on peut ajouter encore d'autres informations. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pas un truc figé, non. C'est pas un truc figé, ça peut aller encore de là. En fonction de, c'est un exemple parmi tant d'autres. De façon générale, voici un tableau de façon générale que truc. Mais plus la base devient encore plus sophistiquée, les données deviennent encore plus sophistiquées, il y a d'autres informations encore qui peuvent s'ajouter. D'accord, ça marche. Merci. Non, ça, c'est de façon générale, quoi. Un truc de façon générale, passe-partout. Ensuite, question encore? Moi, madame, ma question est que, oui. est-ce que ces systèmes peuvent peut-être, les systèmes de, bon, les logiciels qui gèrent les bases de données peuvent s'interconnecter entre eux? C'est quoi? Peuvent s'interconnecter entre eux. C'est-à-dire, tu crées une base de données. Oui. Quand tu rentres dans un logiciel, tu peux l'utiliser. C'est-à-dire, tu peux consulter la même base de données, en fait. Non, mais bien sûr, ta base de données que tu crées là, tu ne dois pas fixer un logiciel. Tu as créé la base de données. C'est la base de données qui est créée qui va te permettre de l'envoyer dans un logiciel. Tu vois, non? Donc, tu peux utiliser n'importe quel logiciel pour pouvoir expérimenter ta base de données. OK, merci. Avant de rentrer dans un système de logiciel, il faut d'abord avoir des données. Les données, tu ne vas pas les collecter de façon en vrac. C'est pourquoi tu constitues une base de données. Tu vois, non? Donc, quand tu constitues ta base de données qui est bien hiérarchisée, les différents niveaux, tous les différents éléments sont bien définis dans ta base de données, bien renseignés, tu peux maintenant aller l'utiliser dans n'importe quel système qui te sied beaucoup plus simple. Okay. Merci, madame. Maintenant, si le système demande d'autres informations qui sont encore plus importantes, qui ne sont pas dans ta base de données, c'est là peut-être tu vas encore aller les chercher pour les mettre dans ta base de données. Sinon, quand on crée une base de données, on peut l'implémenter dans beaucoup de systèmes. Encore une autre question? S'il n'y a plus de questions, c'est fini pour aujourd'hui. Ensuite, on va se laisser.